850 frappes en 24 heures, simple statistique ou véritable tournant dans la guerre. Le 15 décembre 2025, la ville de Zaporijia subit ce qui restera comme l'une des opérations aériennes les plus intenses de l'histoire contemporaine. 850 frappes concentrées en une seule journée, un chiffre presque irréel qui dépasse tout ce que la région avait connu jusque-là. Mais derrière cette avalanche de projectiles, il ne s'agit pas d'un assaut aveugle. Zaporijia n'a pas été choisie au hasard. Elle est le nœud logistique par excellence de l'armée ukrainienne, un point de passage obligé pour les convois d'armes, de carburant et de matériel, une plaque tournante industrielle où se réparent les chars et s'assemblent les équipements essentiels au front. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la destruction physique. La Russie orchestre une stratégie nouvelle, loin des assauts frontaux classiques. Il s'agit d'user, d'asphyxier lentement le dispositif adverse. Chaque cible est choisie avec méthode pour saboter la chaîne d'approvisionnement, rompre les lignes de soutien et créer un effet domino dont l'impact pourrait se répercuter sur l'ensemble du front sud. Se focaliser uniquement sur les chiffres, sans en comprendre la portée, ce serait manquer l'essentiel. Car la vraie révolution, c'est la transformation du conflit. La victoire ne se dispute plus seulement sur la conquête de territoire, mais sur la capacité à soutenir la logistique dans la durée. Ignorer cette réalité, c'est passer à côté de la mutation profonde des guerres contemporaines où l'usure l'emporte sur la force brute. Pour prendre la mesure de cette bascule, il est indispensable de revenir sur le rôle vital que joue Zaporijia dans l'équilibre stratégique ukrainien. Plongeons au cœur de ce centre logistique devenu la cible prioritaire de Moscou. Pourquoi Zaporijia n'est-elle pas une ville comme les autres sur la carte de la guerre ? Parce qu'ici, chaque pont, chaque voie ferrée, chaque route compte plus qu'ailleurs, et que leur contrôle façonne le destin du front sud. Zaporijia, perché sur la rive du fleuve Dniepr, est le véritable cœur logistique de l'armée ukrainienne dans la région. La ville supervise tous les grands axes de transport, qu'ils soient routiers ou ferroviaires, et commande ainsi la circulation des vivres, des armes et du carburant jusqu'aux unités combattantes. Mais le rôle de Zaporijia ne s'arrête pas là. Malgré des évacuations partielles, ces usines continuent de tourner, ces dépôts restent actifs et les bases de réparation accueillent sans relâche véhicules et équipements endommagés. Rien n'est superflu, chaque entrepôt, chaque station de triage, chaque atelier de maintenance forme un maillon de la chaîne vitale du soutien ukrainien. C'est un réseau dense où la moindre rupture peut devenir fatale. Si Zaporijia venait à tomber ou même à être durablement affaiblie, toute la logistique du sud jusqu'au Donbass s'en trouverait compromise. Ce nœud stratégique irrigue non seulement les lignes de front, mais aussi les arrières où s'organisent les relèves et l'acheminement de renforts. Sous-estimer ce rôle logistique, ce serait gravement mésestimer la capacité de résistance d'une armée moderne. L'histoire récente nous l'enseigne. Une rupture logistique ne se voit pas toujours immédiatement sur la carte, mais elle précipite parfois la chute d'un front tout entier. Alors comment la Russie s'y est-elle prise pour neutraliser méthodiquement ce centre vital ? Décortiquons la mécanique implacable de l'opération. Plongeons maintenant au cœur de l'opération elle-même pour saisir comment la neutralisation de Zaporijia a été organisée, cible après cible. Derrière chaque frappe, un choix, une méthode, la destruction n'est pas aveugle. La Russie orchestre une montée en puissance millimétrée. Au début, quelques dizaines de frappes par jour. Puis, semaine après semaine, la cadence grimpe jusqu'à atteindre plusieurs centaines d'attaques quotidiennes. Cette intensité croissante n'est ni improvisée, ni gratuite. À chaque vague, les cibles sont sélectionnées avec soin. Les nœuds ferroviaires, véritables artères de la logistique ukrainienne, sont systématiquement visés. Les zones industrielles, les dépôts, les infrastructures énergétiques et les positions militaires reçoivent la priorité absolue. Chaque site détruit affaiblit un peu plus la capacité de l'Ukraine à résister. Ce n'est pas qu'une question de quantité, mais de diversité des moyens. Missiles de précision, bombes guidées, artillerie lourde, drones kamikazes, tous les vecteurs sont employés en coordination. Les frappes s'enchaînent par vagues continues, cherchant à saturer la défense aérienne ennemie. L'objectif ? Forcer l'Ukraine à disperser ses moyens, à multiplier les interventions jusqu'à l'épuisement. La tactique du double coup ajoute une dimension psychologique. Dès qu'une équipe de secours arrive sur un site touché, une nouvelle salve frappe la zone. Résultat, les réparations sont retardées, les secouristes sont menacés et un climat de peur s'installe durablement. Réparer devient dangereux, secourir expose à la mort, c'est le chaos calculé. Même les infrastructures civiles deviennent des cibles ambiguës. Le 14 décembre, une frappe s'abat sur un supermarché de la ville. À première vue, un simple lieu d'approvisionnement pour les habitants.
Mais en temps de guerre, ces espaces servent aussi de soutien indirect aux troupes. Ravitaillement, logistique, organisation de l'arrière. Les frontières entre civils et militaires s'effacent sous l'intensité du feu. Face à cette destruction organisée, l'Ukraine voit ses marges de manœuvre s'effondrer. La population, elle, paie un prix humain et psychologique grandissant. Chaque nuit, chaque sirène signe un peu plus l'usure, la fatigue et la peur, mais quel était l'effet cumulé de ces frappes répétées sur la capacité de l'Ukraine à tenir le front et à maintenir son effort de guerre? Quand chaque entrepôt détruit, chaque ligne électrique coupée rapproche d'un point de rupture irréversible. Ce n'est pas un simple ralentissement, c'est l'accumulation silencieuse de petites catastrophes qui finit par gripper toute la machine de guerre. À mesure que les frappes s'intensifient, le déficit en munitions, en matériel, en nourriture et en médicaments se creuse sur la ligne de front. Chaque livraison retardée devient critique. Les stocks fondent, les unités attendent, parfois en vain, le ravitaillement qui n'arrive plus. Même les bases de réparation, indispensables au retour au combat des blindés et de l'artillerie, sont hors d'usage. Sans atelier, un char endommagé est un char perdu pour toujours. La logistique ferroviaire est touchée en plein cœur. Les itinéraires s'allongent, les trains sont bloqués ou détournés, tandis que la pénurie de locomotives et de wagons s'aggrave. Remplacer le chemin de fer par la route reste illusoire, tant les volumes à transporter dépassent toutes les capacités possibles. L'économie locale s'effondre à mesure que les usines s'arrêtent les unes après les autres. Privée d'électricité et de personnel, la production s'interrompt brutalement. Des milliers d'emplois qualifiés disparaissent, ingénieurs, techniciens, ouvriers, tous fuient la région, laissant un vide que rien ne comble. Cela provoque un choc en cascade sur la vie quotidienne. Sans électricité, les foyers plongent dans l'obscurité et le froid. Les rayons des épiceries se vident, les médicaments manquent, et la population vit dans la peur d'un prochain bombardement ou d'une nouvelle coupure. Le moral s'effrite chez les civils comme chez les soldats. La démoralisation est profonde. Les familles se quittent en masse les villes et les villages du sud ukrainien, amplifiant une spirale d'exode qui affaiblit encore davantage la région. L'effet boule de neige est implacable. À chaque départ, c'est un peu plus d'espoir et de résistance qui s'en va. Pris isolément, chaque problème logistique pourrait sembler surmontable. Mais leur combinaison crée une crise systémique, où plus rien ne fonctionne comme prévu. Le front sud devient alors terriblement vulnérable, menacé non par un assaut direct, mais par l'asphyxie et le découragement. Ignorer cet effet domino, c'est sous-estimer la possibilité réelle d'un effondrement militaire et social. La question n'est plus de savoir si la ligne tiendra, mais combien de temps elle résistera à cette lente désintégration. Face à ce constat se pose une question essentielle. Quelles leçons universelles tirer de cette opération et comment ces mécanismes pourraient-ils s'appliquer ailleurs? La guerre moderne ne se mesure plus en kilomètres gagnés, mais en nombre de jours durant lesquels une armée peut tenir sans logistique. C'est là que se joue désormais la résilience et la puissance réelle d'un camp face à l'autre. L'attaque méthodique de la logistique peut rendre caduques toutes les défenses classiques. Peu importe la solidité des lignes de front ou l'héroïsme sur le terrain, privez votre adversaire de carburant, de munitions, de pièces détachées, et il finit par céder sans même avoir perdu 1 centimètre. Les villes industrielles incarnent ce paradoxe. Elles sont à la fois la force et la faiblesse de ceux qui les contrôlent. Leur perte ne se limite pas à un symbole ou à une case de plus sur la carte. Elle provoque un effet domino qui désorganise toute la chaîne de ravitaillement et la capacité de résistance bien au-delà de la ville elle-même. La synchronisation des frappes aériennes et de l'avance terrestre crée un effet cumulatif implacable. Chaque coup porté à l'infrastructure, chaque entrepôt, chaque gare détruite contribue à un affaiblissement global, bien plus rapide que si l'on tentait de conquérir chaque mètre à la baïonnette. Aujourd'hui, la guerre d'usure s'impose partout comme le modèle dominant. Il ne s'agit plus de foncer droit devant, mais d'épuiser l'ennemi, de le priver de ses moyens vitaux, de pousser ses ressources logistiques jusqu'à la rupture. Manquer cette mutation, c'est risquer de bâtir des stratégies vouées à l'échec, en oubliant que désormais la véritable bataille se joue sur la capacité à durer, à réparer, à approvisionner, plus que sur la possession d'un territoire. Cela vaut pour l'armée comme pour la société civile. Celui qui néglige la logistique s'expose à l'impuissance face aux nouvelles formes de crise. Mais alors, comment anticiper la prochaine étape ? Découvrons ce que cette transformation de la guerre dit sur les défis à venir pour tous les acteurs, militaires comme civils. La prochaine victoire ne se jouera peut-être pas sur la ligne de front, mais bien dans les coulisses de la logistique. Ce que révèle la situation de Zaporijia, c'est un changement radical dans la manière de penser la guerre moderne.
Les armes et les soldats comptent, certes, mais sans le carburant, les pièces détachées ou les voies de chemin de fer, toute armée devient vulnérable, même la mieux entraînée. La Russie ne cherche plus à remporter une bataille spectaculaire sous les caméras ou à planter son drapeau sur une mairie. Son objectif, transformer chaque entrepôt, chaque sous-station électrique, chaque dépôt ferroviaire en faiblesse structurelle pour l'Ukraine. Petit à petit, c'est la colonne vertébrale logistique du front sud qui s'effrite. Comprendre cette dynamique, c'est changer de grille de lecture face aux conflits contemporains. Qui maîtrise la logistique détient le pouvoir d'user l'adversaire sans livrer bataille frontale. Celui qui ignore ce déplacement du centre de gravité stratégique risque l'obsolescence, que ce soit sur le terrain militaire, en politique ou lors des prochaines crises globales. Désormais, chaque coup porté en apparence loin du front est peut-être le vrai tournant de la guerre. Dans l'ombre des hangars détruits ou des rails tordus, se joue la résilience, le moral et même la capacité d'un pays à continuer la lutte. Alors, la question est ouverte. Face à cette nouvelle ère d'affrontement par l'asphyxie logistique, sommes-nous prêts à regarder les guerres autrement, à anticiper là où tout va se jouer ?